des millions dans les domiciles des gens. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de détournements de fonds publics. Parce que les gens pensent qu'il faut, ils courent après l'argent, ils détournent l'argent, donc c'est des pauvres. Ou alors, ils sont un peu évolués, c'est la fonction, ils sont dans la classe moyenne, donc il faut qu'ils gardent l'argent. Ils vont aller mettre ça dans les comptes privés, dans les banques, ils gardent ça même chez eux, ils mettent ça dans les plafonds. C'est une mentalité de pauvres. Les riches, ils s'endettent, ils empruntent, mais ils empruntent pour construire. Et donc, le Cameroun a ce problème-là. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, a le retour de bâton est violent parce que le pays a des problèmes compte tenu de ce que 20% de son économie, elle connaît une baisse de 20% de sa production en 2022, ce qui est énorme. Le pays est au bord de la récession. Eh bien, ils sont obligés de faire un effort important en mettant 14 milliards de dollars sur 3 ans pour que Eskom, la compagnie nationale, puisse investir dans le charbon, dans les usines marémotrices, dans le solaire, dans l'éolienne, pour avoir l'électricité. N'oubliez pas, il y a un pays comme le Chili. Le Chili a produit plus d'électricité qu'il n'en consomme grâce à des champs solaires dans un environnement froid, où il n'y a pas un taux d'éclairage extrêmement important. Donc c'est une question de volonté politique. Si vous avez la volonté politique, vous arrivez. Où est-ce que l'Afrique du Sud sort 14 milliards de dollars tout d'un coup? Question de volonté politique, on reviendra certainement sur cette thématique dans nos prochaines éditions. Eh bien, on va sans transition aborder le sujet principal. Nous dénoncerons donc les fake news et les opérations de désinformation organisées par plusieurs médias occidentaux contre les États africains. Eh bien, il faut le dire, plusieurs pays africains en ont payé les frais. On a vu certains régimes tomber d'ailleurs à cause des fake news, seulement parce que les autorités en face ne veulent pas ou ne veulent plus se plier aux exigences de certaines puissances occidentales. Alors, on engage ce qu'on appelle désormais des mercenaires des médias. Ce fut donc le cas justement avec l'Éthiopie, où d'ailleurs le Premier ministre Abiy Ahmed n'a eu cesse de dénoncer cela. Et c'est ainsi que, tout comme l'année précédente, c'est-à-dire en 2022, cette année encore en 2023, à l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine, il a appelé à la mise en place d'un média continental, voire un média panafricain, propre à l'Afrique, propre bien sûr à l'Union africaine. Alors, ce qui est sûr, c'est que à travers cet appel, la lutte panafricaine engagée justement par certains médias tels que For You Media Africa ou encore l'autre chaîne sœur Afrique Media commence donc à produire des fruits au plus haut niveau. D'ailleurs, présent donc au sommet de l'Union africaine, l'équipe de For You Media Africa a été témoin de plusieurs refus des dirigeants africains de s'adresser aux médias occidentaux. Les accusations ont été claires et directes devant témoins. Je vais citer sans dévoiler certains noms. Un président qui a refusé justement de répondre à la sollicitation d'un média français, je cite, « Je ne répondrai pas à vos questions. La dernière fois, vous avez déformé mes propos et sorti exprès de leur contexte. » Fin de citation. Alors, ceux qui étaient présents peuvent savoir effectivement de qui il s'agit. Alors, comment apprécier cet appel des dirigeants africains, créer ce média continental? Comment donner du crédit également à une telle initiative si jamais elle prend corps, quand on sait d'ailleurs que l'Union africaine elle-même souffre d'une certaine dépendance, surtout dépendance financière, qui la rend vulnérable vis-à-vis des puissances étrangères. Alors, on va commencer avec vous encore une fois de plus sur cette thématique, Dr Yamb, média continental qui porte la voix de l'Afrique au sein de l'Union africaine. Est-ce une solution efficace face aux différentes campagnes de désinformation que subissent les États africains? Ce serait une très bonne chose. Dans un ouvrage auquel j'ai contribué en 2017, l'Afrique s'était résignée à la colonialité. L'un des lieux de résignation à la colonialité, c'est justement le fait que nous ne racontons pas notre propre histoire. Nous n'avons pas notre propre récit. Nous n'avons pas du tout notre propre conte, notre propre légende. Or, si nous n'avons pas tout cela, si nous ne faisons pas de nos journalistes nos propres griots,
eh bien, ou si d'ailleurs, comme c'est le cas, ce n'est même pas que nous n'en faisons pas des griots, mais nous ne voulons même pas qu'ils existent, des griots chez nous, eh bien, ce qui va arriver, c'est que c'est les autres qui vont raconter notre histoire. Exactement. Tant que les antilopes ne raconteront pas d'histoire, ce seront tous les lions qui raconteront les histoires de la forêt. Tant que les proies, les proies sont ramenées par les chasseurs, que c'est les chasseurs qui racontent l'histoire de la chasse, eh bien, ce sera toujours à la faveur du chasseur. Bien sûr. Les Africains doivent raconter leur propre histoire. Les Africains doivent avoir leur propre récit. Ils ne vont quand même pas s'imaginer que BBC est financé à hauteur de 400 millions de livres sterling chaque année, BBC Afrique, juste pour faire plaisir aux Africains. Les 52 ou 55 millions d'Africains qui écoutent BBC, oui. Mais c'est pour s'assurer qu'il y a cet auditoire-là et que il y a ces gens-là chez qui on crée de la sympathie pour la Grande-Bretagne sur le continent. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire ça alors que les gens meurent de froid dans les rues de Londres? Justement, l'intérêt pour ces pays d'investir autant, justement, pour un média. Parce que ces gens-là, effectivement, savent qu'il y a là un intérêt géostratégique, et cet intérêt-là, il faut le tenir. C'est une arme de guerre? Absolument. Mais je vais dire quelque chose aux Africains. Le deuxième point d'investissement des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, hors plan Marshall, le deuxième point d'investissement, secteur d'investissement après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à peu près dans les années 90, mettons jusqu'à 2000, ça a été la propagation de la langue anglaise sous toutes les formes, par tous les supports possibles. Pourquoi? Quel est l'intérêt des Américains de s'assurer que les Camerounais parlent correctement anglais, que les Centrafricains parlent correctement anglais? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt des Américains que les Tchadiens parlent correctement anglais alors que les échanges avec le Tchad, bon, ça va même pas chercher à $1 milliard? Quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est que ça fait partie de ce que les Brzezinski et tous ces gens-là appelaient la stratégie de la profondeur. C'est-à-dire que ces gens, le fait qu'ils parlent anglais, créent de la sympathie pour les États-Unis et servent de relais aux thèses américaines qui peuvent être de la propagande ou qu'importe, peuvent même être scientifiques, ou les idées, la culture américaine, ils vont la propager. Pourquoi est-ce que ces pays offrent des bourses d'études aux Africains et à d'autres dans le monde? Parce que ça permet de former des relais qui rentrent chez eux, des personnes qui rentrent chez elles, servent de relais à leur culture et à leurs idées, expansionnistes ou pas. On en voit d'ailleurs en Afrique, il y en a beaucoup. Et quel est le moyen par lequel on reste en relation avec ces gens-là? Par les médias. La radio, la télévision, le cinéma, et aujourd'hui on a Internet, etc. Et ces gens vont utiliser les informations, ce que Jean-Marc là appelait le point de vue des Américains ou des Anglais ou des Français ou des Allemands pour propager. Ils vont utiliser ce point de vue et c'est ça qu'ils vont imposer à leur propre peuple, même inconsciemment. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais si vous avez la malchance d'avoir un candidat à une élection présidentielle dans votre pays qui écoute RFI, France 24 du matin au soir, c'est le point de vue de RFI de France 24 qui va vous imposer quand il sera président de la République. Il écoute Deutsche Welle du matin au soir, il va vous imposer la vision allemande du monde, le point de vue des Allemands sur le monde. Il écoute Voice of America, CNN, tout ça, CNBC. C'est le point de vue des Américains sur le monde qu'il va vous imposer. On ne s'en rend pas compte, mais on est formaté par ce qu'on entend et surtout par ce qu'on voit. Donc, aujourd'hui, c'est sur la base de ce constat. Et là, beaucoup de chefs d'État vraiment en ont fait les frais. Ils se sont rendus compte qu'ils ont dit A, il a dit A, B. On a totalement déformé, sorti leurs propos de leur contexte, et ça leur est, en politique, ça paye cash. Et on a vu des pays, le cas du printemps arabe, donc il faut peut-être dire à ceux qui nous écoutent que la désinformation y était également pour beaucoup. On leur racontera le cas de Kadhafi. Aujourd'hui, on sait que les images de Benghazi, qui était quand même la deuxième ville du pays, les images de Benghazi ont été tournées dans un studio de télévision. Par exemple. Alors, les gens sont surpris de l'apprendre aujourd'hui, mais ça a quand même conduit à la mort de Kadhafi. Et ça, on ne s'en rend pas compte.
ça a bloqué le développement de l'Afrique. Il est mort en 2011, ça fait 12 ans de retard qu'on accuse. Oui. Parce que ce qui devait être fait à l'époque n'a jamais été fait. 12 ans de retard pour toute l'Afrique. Si Kadhafi n'était pas mort, je ne suis pas sûr qu'on aurait la guerre, le conflit en Ukraine aujourd'hui. En Ukraine. C'est pas sûr. Le contexte aurait été différent. Ça, très différent, sûr, oui. Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu ce conflit-là. Donc, c'est des répercussions internationales. Mais ceux qui avaient intérêt à ce que Kadhafi ne soit plus là, se sont arrangés à manipuler l'esprit des gens grâce à leurs médias. J'ai des amis en Grande-Bretagne qui travaillent pour des médias là-bas qui me disaient la semaine dernière que mais c'est pas vrai. Mais pourquoi en Afrique de plus en plus tout le monde dit que les médias européens c'est des médias mensonges? Et je parle là de gens qui sont des rédacteurs en chef. Hein. Je ne parle pas des journalistes lambda. Rédacteurs en chef, directeurs de publication, etc. Ouais. Chef d'antenne, directeur de production, oui. Qui me disent mais c'est incroyable. Partout où nous sommes allés, on nous a dit que nous sommes des médias mensonges. Oui. Je lui ai dit malheureusement, c'est à vous de prouver que vous ne l'êtes pas. Mais si on va sur YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale, ouais. Tout ce qu'on trouve, c'est une déformation terrible de l'image de l'Afrique. Dans tous vos films, dans tous vos documentaires, dans toutes vos émissions, l'Afrique que vous montrez, c'est l'Afrique des poubelles. Or, nous savons tous qu'il y a des gens qui dorment dans la rue chez vous. Mais je vous rappelle que si vous allez dans la ville de Douala, il n'y a personne qui dort dans la rue. Tout, oui. Personne. Mais l'image que vous montrez, un soulard que vous trouvez au bord de la rue, vous dites que c'est ça l'Afrique. Les gens dorment dans la rue, ils n'ont pas où vivre. Vous allez dans les marchés là où c'est le plus sale. Ce n'est que ça que vous montrez. Sauf que vous ne montrez jamais là où il y a un joli building, là où il y a une belle villa. On va dans un village et on dit c'est ça le pays. C'est ça le pays. On ne montre pas la ville. Voilà. Il y a plusieurs cas. Voilà. Donc, comme ça, oui. Ce n'est que ce que vous faites et les Africains considèrent que en fait, vous avez une mission de déformation de l'information sur l'Afrique, oui. Qui permet en fait à vos populations, qui légitime auprès de vos populations l'interventionnisme international de vos pays, de vos États. En fait, c'est ça la raison. Exactement. Il faut prouver que ces gens-là ont besoin de nous. N'est-ce pas? Les Libyens avaient besoin d'eux, mais j'aimerais bien être sûr que les Libyens vivent beaucoup mieux aujourd'hui. En tout cas, je pense que là, c'est pas un débat. On voit tout de suite les conséquences. Donc, tout naturellement, oui. Tout naturellement, il faut que nous arrivions à créer, à dire notre propre vécu, à formuler notre propre récit. Oui. Et pour ça, il nous faut un média continental. Il nous faut un média que tout le monde écoute, qui raconte notre récit, qui défend nos intérêts. Oui. Et ce média-là va permettre de mobiliser les Africains. Parce que l'autre chose, c'est que tous ces médias internationaux, oui, démotivent les Africains. Démotivent totalement les Africains sur les questions politiques, les questions de développement. Et ces gens-là créent si vous voulez, finalement un état de désespoir permanent en Afrique. Tous ces jeunes qui partent de l'Afrique, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, c'est très drôle la façon dont vous allez voir l'Organisation internationale des migrations gérer les questions des migrations en Afrique, l'ONU, l'Union européenne, c'est très drôle. Mais 99% des jeunes gens qui partent de leur pays en Afrique, oui, et qui veulent partir sont des millionnaires. La plupart des gars qui meurent dans le désert, là, ils sont millionnaires en partant de chez eux. En tout cas, ceux qui partent du Cameroun, oui, parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent aussi. Ils partent avec des millions. Tout à fait. Ils auraient pu créer des entreprises et se battre ici. Parce que de toute façon, si les Canadiens avaient fui leur pays, personne n'irait là-bas. Si les Italiens avaient fui leur pays, personne n'aurait envie d'aller là-bas. Mais ils se sont battus pour ça. Il y aura toujours une frange de la population qui va partir. L'immigration, ça existe depuis la nuit des temps. Mais lorsque vous avez 5-10 millions de francs CFA et que vous ne pouvez pas les investir dans votre pays, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est une démotivation. C'est même une... comment on appelle ça? C'est-à-dire, quand vous avez peur de quelqu'un, c'est une appréhension qui est telle qu'on l'entretient pour que vous ayez... et on vous dresse contre votre propre pays. Oui. La plupart des jeunes Africains sont dressés contre leur propre pays par ces médias-là. Or, il faut qu'on arrive à nous assurer que nous contrôlons le récit qu'on fait sur l'Afrique. Lorsque, en Côte d'Ivoire, il a fallu retourner la situation, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a enlevé la télévision nationale sur le bouquet Canal, qui était le bouquet le plus partagé en Côte d'Ivoire par les populations
Et on savait que c'est à partir de la télévision nationale que le ministre Blé Goudé, à l'époque, mobilisait les jeunes. Oui. Dès qu'on a enlevé ça, on a mis une radio pirate et une télévision pirate qui n'existait pas encore officiellement. Et cette télévision-là servait le président actuel. Du coup, à partir de cette télévision, on a commencé à dire l'armée est démobilisée, l'armée est battue, etc. Et c'est comme ça qu'on a démobilisé les Ivoiriens. Et ça joue sur le psychique de la population. Bien sûr, ça joue. Et vous voyez, par exemple, quand vous observez nos pays ici, la plupart de ces médias, ce n'est que du divertissement du matin au soir. Du matin au soir, c'est du divertissement. C'est de vous montrer que vraiment, c'est de vous montrer ce qu'il y a de beau chez eux, ce qu'il y a de bien chez eux. Exactement. Et les jeunes sont là, ils rêvent, tout le monde rêve en disant ouais, pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Mais il n'y a pas ça chez vous parce que les autres l'ont bâti chez eux. Donc il faut bâtir ça chez vous. Chez vous, oui. Bon, alors, on leur dit non, vous savez, venez chez nous, vous allez vivre ça. Et beaucoup de jeunes Africains sont désillusionnés quand ils arrivent et se rendent compte que quand vous arrivez à New York, eh bien, vous ne rencontrez pas les belles femmes à tous les coins de rue et qui ont envie de vous embrasser. Vous ne trouvez pas à manger partout. Le travail n'est pas facile à trouver et que même avec des diplômes d'enseignement supérieur, vous pouvez vous retrouver à balayer la rue. Ce que vous n'auriez jamais fait chez vous. Donc, il nous faut un média continental parce que sur le plan stratégique, sur le plan de la construction de l'identité collective, de la conscience collective africaine, nous avons besoin d'un média qui nous raconte la même histoire. Nous avons besoin d'un média qui protège nos intérêts, qui mobilise nos populations et qui nous donne des défis à relever. Et je crois qu'on commence à le faire là. Vous avez cité 2 médias, For You, médias avec ces différentes plateformes, et puis le groupe Sœur Afrique Média. Eh bien, qui aujourd'hui représente quand même, et ça c'est un exploit, qui représente, ces médias panafricanistes représentent les médias les plus écoutés sur le continent. Et vous voyez comment ces médias-là sont menacés par les États-Unis, par la France, par toutes sortes de puissances qui ne sont pas contentes de leur succès. Mais aujourd'hui, on a la chance que les médias, le cumul des médias dits panafricanistes sur le continent, c'est quand même autour de 20 à 25% de la population qui les écoute, c'est-à-dire autour de 300 à 400 millions d'habitants. Eh bien, c'est beaucoup, mais ça reste très peu par rapport à toute la population africaine. Un média continental pourrait véhiculer mieux, 1, les propos des chefs d'État africains, 2, parce que les normes, c'est nous qui les fixerions. Exactement. Les propos des chefs d'État africains, les propos des leaders africains, également donneraient une tribune que nous n'avons pas. Des leaders africains, des intellectuels africains, des artistes africains, des poètes africains, tous ces Africains-là qui veulent parler à leur peuple. Et ça nous permettrait de mobiliser notre peuple et de nous assurer que c'est notre récit qui est entendu. Notre récit, effectivement, c'est d'ailleurs le mot exact, mot pour mot, qu'a dit le président, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'Afrique doit imposer son propre récit. Elle ne doit plus se laisser raconter par d'autres médias, les médias occidentaux. On sait que l'Éthiopie a eu, surtout avec son conflit, le gouvernement qui l'oppose avec les rebelles du TPLF, on sait qu'il y a eu beaucoup d'opérations de désinformation contre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Et comme on l'a dit à l'entame tout à l'heure, on a vécu effectivement ces scènes parce que tout à l'heure on parlait du peuple qui commence bien sûr à suivre ce mouvement panafricaniste, mais on a été agréablement surpris également lors de ce sommet de l'Union africaine que même les dirigeants africains aujourd'hui commencent à comprendre, parce qu'il faut peut-être le dire, je prendrai 30 secondes pour cela, que à l'époque, lorsqu'on allait sur le terrain pour couvrir ce type d'événement, la priorité était donnée justement à ces médias occidentaux. Alors il suffisait de dire, Monsieur le Président, tel média, et le président se tournait. Alors vous, quand vous donniez le nom de votre média, on n'avait pas trop... On n'était pas très engagé, voilà, vous accordez un entretien, une interview. Alors, quand même, il faut le dire, c'est important de le signifier. On a vu, pas 1, pas 2, pas 3 chefs d'État seulement, qui ont refusé de donner la parole aux médias occidentaux. Et tous l'ont dit, vous déformez nos propos. Moi, je ne m'adresse plus vraiment, je ne répondrai plus à vos questions, vraiment, je ne parlerai plus à vos micros. Et voilà, c'était vraiment devant témoin. Donc, ça a été vraiment des surprises agréables. Alors, s'il faut parler de ce média continental, Dr Yom, il faut dire que lorsque
qu'on a divulgué cette nouvelle, il y a eu beaucoup de réactions également. Certains se demandent, est-ce que ce média continental, parce qu'il devrait être porté par l'Union africaine. Avec les difficultés aujourd'hui qu'on enregistre au sein de l'Union africaine, on en a parlé tout à l'heure, la difficulté financière, parce qu'elle est financée encore par l'Union européenne. Est-ce que effectivement ce média pourra jouer son rôle? Ben écoutez, disons à nos auditeurs que l'Union africaine, c'est un budget de 658 millions de dollars. Oui. Mais les chefs d'État ont décidé de plafonner l'apport des pays africains à 250 millions de dollars, ce qui est incompréhensible. Donc, ils sont obligés d'aller chercher 408 millions de dollars que l'Union européenne apporte, entre autres, mais en grande partie. Évidemment, la main qui donne est la main qui donne des ordres aussi, hein, c'est elle qui dirige. Non. Ça, vous le savez, ça fait aujourd'hui pratiquement pas loin de 10 ans que nous leur proposons une solution, un certain nombre de solutions. La plus simple est celle-ci. En Afrique, aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard de lignes de téléphone GSM. Oui. 1 milliard. Prenez 1 milliard de lignes de téléphone GSM, vous décidez de prélever pour chaque appel, pour chaque forfait Internet, pour chaque transfert d'argent, l'équivalent de 5 francs CFA. Oui. Si vous faites ça, et on part sur le principe que chaque jour, il y a des appels, bien sûr. Chaque jour, chacun de ces numéros va faire quand même une opération. Et qu'à chaque opération, il y aura ce prélèvement. Mais on part sur la base d'une seule de ces opérations-là. En moyenne, ça veut dire que chaque jour, l'Union africaine peut être financée à l'équivalent de 5 milliards de francs CFA. En un an, ça veut dire que nous avons 365 jours. Vous multipliez 730, 1 milliard 460 plus 365. 1 milliard 525 plus donc 1 milliard 825 milliards. En tout cas, ça couvre... 1 milliard 825 1000, qu'est-ce que c'est comme 1825 milliards de francs CFA. 1825 milliards de francs CFA, ça fait 3 milliards de dollars. Un peu plus de 3 milliards de dollars. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi des gens, et ils trouveront ça. J'ai mis ça dans un livre en 2017, l'Afrique s'était résignée à la colonialité, parce que ce livre traite de comment l'Afrique doit sortir de la colonialité et montre qu'elle n'a pas à se résigner. Oui. 3 milliards de dollars, vous avez besoin de 658 millions. Nous, on vous apporte votre besoin 5 fois. 5 fois plus. Donc, c'est largement suffisant pour financer l'Union africaine. Oui. Pour financer une armée africaine, une force comme la force multinationale ou une force de réaction rapide, à 1 milliard de dollars, pour financer des douanes continentales, qui vont donc être des douanes communes, pour financer un télescope, un satellite, des satellites de télécommunication, ça ne coûte rien, ça coûte 100 millions de dollars. Donc, on peut en avoir autant qu'on veut, 100 millions de dollars et satellites de télécommunication. On peut financer tellement, on peut construire, ça peut financer les routes transafricaines. Il suffit de mettre 500 millions par an dans cette affaire-là. Et ça permet de financer la fibre optique. Donc, quand vous construisez les routes transafricaines, mettez la fibre optique qui va suivre tout ça, à l'intérieur dans le continent. Et vous avez donc en même temps vos systèmes, vous financez plein d'autres choses. 3 milliards de dollars simplement par ce moyen-là. Mais vous pouvez décider d'ajouter à ça d'autres petites taxes qui sont rien du tout. Je veux dire que quand les gens téléphonent, 5 francs, l'équivalent de 5 francs CFA, ils ne savent même pas ce que c'est. Bon, la plupart des opérateurs vont aller savoir ce qu'ils leur avalent. Donc, l'équivalent de 5 francs CFA, c'est rien du tout. Et nous aurons 3 milliards de dollars. Avec ça, le média continental, c'est pas la mer à boire. On met 2-3 satellites, ça fait 300 millions. Je crois que la Chine, la Russie et l'Inde ne verront aucun mal à nous vendre ces 3 satellites, à les mettre en orbite, avec l'avantage que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, l'Égypte, l'Algérie ont déjà une très très bonne expérience de la gestion des satellites. Voilà. Donc on peut avoir ces 3 satellites qui vont très bien couvrir, on peut en avoir 5 satellites qui couvrent dans chaque sous-région.
Et puis, on a le média lui-même qui ne va pas nous demander 100 millions de dollars par an. Ça demandera nettement moins. 100 millions de dollars, disons à nos auditeurs, c'est 60 milliards de francs CFA. 60 milliards, c'est largement suffisant. Bien sûr. Donc, on a un budget de 100 millions de dollars par an. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Rien du tout. En fait, le problème, c'est d'avoir le courage politique de faire pour l'Afrique. L'Union africaine telle qu'elle est structurée là maintenant, avec un président de commission qui prend des décisions de créer des postes d'observateurs sans rendre compte, sans demander l'accord des membres, c'est un désordre fou, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors que l'Union africaine tenue par des panafricanistes, c'est différent. C'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils représentent, 1,8 milliard d'habitants, bientôt 2 milliards, et des gens qui savent qu'ils représentent 33% des matières premières exportées dans le monde, valeur 33 000 milliards de dollars. C'est des gens qui savent ce qu'ils représentent, à savoir que ils ont cumulativement autour de une vingtaine de millions d'ingénieurs sur le continent. C'est des gens qui savent que aujourd'hui ils ont des réserves, les plus grandes réserves de matières premières, donc ils vont faire les choses comme il le faut. Oui. Et vous avez vu que on n'a même pas eu besoin de réfléchir pendant 2 heures pour trouver une solution. Une solution. Et celle-là, elle est simple. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi ce n'est pas fait. Parce que lorsqu'on vous écoute, on vous entend parler, effectivement, ça a l'air très simple. Et c'est simple. Et on se demande pourquoi c'est pas fait jusqu'à présent. Peut-être qu'on aura des réponses en fait, nous n'avons pas besoin de réponse, madame. Mais docteur Yamb, on sait, allez, lorsque le président Kagame était justement à la tête de l'institution, je pense qu'il avait instauré une mesure du genre, je ne sais pas trop, il y avait une sorte de taxe. Oui, mais ce sont les pays... C'était une taxe à, je crois que c'était sur l'importation. Oui, mais les pays n'ont pas respecté. Je pense que c'était compliqué parce que c'est beaucoup plus difficile à tracer. D'accord. Parce que vous n'aurez pas forcément les bonnes données, mais sur les télécoms, en fait, vous pouvez avoir, on peut créer plus facilement si vous voulez, un espace de suivi et de contrôle beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça permettra à l'Afrique de s'assurer que les multinationales qui gèrent les télécoms ne manipulent pas les données. D'accord. Parce que l'autre enjeu derrière, c'est est-ce que les multinationales du secteur ne manipulent pas les données? Les données, oui. Si nous mettons en place ce système, il n'y a rien de compliqué. En proposant cette solution, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de proposer un hub de contrôle de tous les opérateurs de téléphonie mobile sur le continent. C'est pas compliqué, on sait comment faire. Donc à partir de là, tout ce que tous font, on ne rentre pas dans leurs activités, mais tout ce qui est transactions financières, tout ce qui est flux, on l'aura. Donc on saura que vous avez vendu tel nombre de transactions de mobile money, vous avez vendu tel nombre de forfaits internet qui ont été activé tel nombre de forfaits internet dans la journée, on saura que vous avez activé tel nombre de forfaits d'appel ou tel nombre de forfaits SMS. Puisqu'on le sait, on peut aller jusqu'à savoir quel nombre de services à valeur ajoutée vous avez activé. D'accord. À partir de là, on fait juste le cumul et on vous apporte la facture à la fin du mois et vous faites le virement. Et on dépose ça dans tous les pays. Le grand avantage, c'est que ce sera pour nous tous. Et ça va beaucoup nous aider. Évidemment, il y aura peut-être des États qui vont dire « Ouais, mais nous, on a 100 millions de clients. Nous, on a... les autres, là, ils n'ont que 100 000 clients. » Non. On est en train de construire un pays. Celui-là que vous dites qu'il a 100 000 clients, faites attention. Demain, dans son pays, on va trouver un minerai qui servira à l'industrie de demain, à l'industrie du futur. Vous allez faire comment? Que eux aussi disent que c'est nous qui avons ce minerai-là dont les autres... Non, c'est pas ça. Vous voulez construire un pays, vous êtes obligé, ceux qui ont plus donnent plus. C'est comme ça que ça se passe, c'est le principe. Vous ne pouvez pas avoir plus, vous donnez moins que les autres. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au fond, quelquefois, on dit aux pays européens, vous ne comprenez pas. Ce que vous faites,
Vous auriez pu avoir beaucoup plus dans le monde si vous n'étiez pas là à vouloir exploiter les autres. Vous faites l'effort à l'ONU de donner plus. Mais malheureusement, derrière ce que vous donnez, c'est pour contrôler les autres, c'est pour manipuler les autres. Et là, c'est un problème. Oui. C'est un Après, problème. Ça retombe en tout cas sur le visage. Oui. On a vu, c'est vrai qu'on est presque à la fin, on a vu au Mali comment des médias français ont été sanctionnés, suspendus, je préfère le dire définitivement d'ailleurs, au Burkina Faso également, parce qu'on a vu les conséquences. Et on s'est rendu compte, Dr Yamb, que ces médias outrepassaient même leur fonction d'information, de médias. On avait l'impression qu'ils prenaient même déjà la place de policiers, de gendarmes, donner des informations. C'est ça le problème avec, sur la population. C'est ça le problème avec nos amis. Oui, voilà. Avec comment Poutine les appelle, avec nos partenaires. Et nos partenaires occidentaux. Je pense qu'il y a effectivement là un problème. Le monde peut être meilleur. Oui. Le monde peut être beau et agréable pour tout le monde si certains n'ont pas des volontés hégémoniques. Oui. Le monde peut être un monde de paix, un monde de bonheur pour tout le monde. Un monde de... On peut créer une communauté humaine, une vraie communauté humaine. On peut créer un bonheur partagé. Mais si chacun évite d'avoir des visées ou des tendances hégémoniques, des projets hégémoniques. Et on peut y arriver. Ce qui se passe, dont on a parlé du média continental, on sait qu'on peut le financer. Les professionnels des médias en Afrique, je ne sais pas ce qui manque. Vous êtes assis là, je vois le technicien, c'est pas ça qui manque. Oui. Et ce n'est pas des professionnels acquis à la défense des intérêts des Africains qui manquent. Je crois que c'est ce que vous faites. Bien sûr. Donc, c'est même pas du tout derrière. Ce projet de média continental peut devenir, compte tenu par exemple du mode de financement qu'on a dit là, eh bien, puisqu'on va financer peut-être les 5 satellites en une année, ça veut dire que l'année qui suit, on aura 500 millions de dollars qu'on pourra mettre ailleurs. Ces 500 millions de dollars serviront donc par exemple à créer l'industrie pour fabriquer le matériel qu'utilisent les médias, par exemple. Donc, en fait, derrière le propos du Premier ministre, Abiy Ahmed, il y a, de mon point de vue, il se profile toute une chaîne de valeur qui peut être créée, mise en place et qui va permettre qui va être une industrie qui va générer énormément d'emplois en Afrique. Donc, nous pouvons faire cette remarque et ces satellites-là ne serviront pas qu'aux médias africains ou à ce média continental. Serviront à beaucoup d'autres usages qui vont les rentabiliser en très peu de temps. Et grâce à ça, les Africains peuvent exiger, par exemple, que dans le cadre de la construction, de la fabrication de ces satellites, qu'un certain nombre de composantes soient fabriquées sur le continent, etc. etc. Et aujourd'hui, si nous avions cette unité-là, eh bien, nous pourrions, à ce moment-là, dire à tous les peuples qui nous envient le fait que nous soyons sur l'équateur, de venir créer un centre spatial quelque part à côté de l'équateur. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc, nous avons... ce média continental sur le plan géopolitique, mais sur le plan également de la prospective industrielle et sur le plan de la sécurité des Africains, c'est très important. Parce que grâce à ça, nous pouvons avoir des satellites qui nous permettent de surveiller le continent et de ne plus aller comme au Mali, nous plaindre de dépendre de renseignements satellitaires français, par exemple, ou américains. Mais grâce à ces satellites-là, parce qu'on peut aujourd'hui avoir des satellites qui sont multifonctions. Avant, on pouvait faire simplement un satellite d'observation, dont il passe, il fait des photos, etc. Il filme et il envoie un certain nombre d'informations. Mais il ne peut pas, par exemple, transmettre des flux d'informations comme des satellites de télécommunication. Mais la technologie aujourd'hui permet d'avoir des satellites multimodaux, multifonctions. Donc, on peut avoir ce type de choses. Et je vous le dis encore, c'est des choses qui coûtent autour de 100 millions de dollars. Donc même des pays comme le Cameroun tout seul peuvent avoir leur satellite. C'est ça. Alors, et ça booste la science et l'industrie dans le pays. Et voilà donc, chers auditeurs, téléspectateurs, c'est avec ces propos aussi que nous, on va vous dire au revoir, mettre un terme à cette autre édition de Regard panafricain sur For You Radio, For You Media, For You Télévision. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Dr Yamb, d'avoir partagé ce moment encore une fois de plus avec nous.
On vous dit donc au revoir et bien sûr rendez-vous demain, toujours dans le cadre de votre programme. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt.